Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Thomas Benayoun. Après un DE en kinésithérapie, Thomas s'est formé en préparation physique avec transfert pour monter Training Thérapie avec son associé Simon Trubert. Il partage maintenant son temps entre son activité libérale, les formations qu'il organise ou qu'il suit, son activité en clinique spécialisée sur les pathologies d'épaule, Training Thérapie avec du coaching, de la création de contenu, etc. et son entraînement. Dans cet épisode, on parle donc de réathlétisation au CrossFit et du bilan rééducation de l'épaule. On parle notamment d'instabilité, d'haltérophilie ou du lien entre l'épaule et le rachis cervical. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Thomas. Salut Julien, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et toi, comment tu vas ? Ça va, nickel, toujours, la forme. Bon, tant mieux. Et merci à toi déjà d'avoir accepté l'idée et ma demande de parler un peu de ce que tu fais avec Simon Trubert et notamment de Training Thérapie et tout ce que vous faites un peu comme formation. Et merci à toi de nous inviter. J'allais dire, c'est la première fois qu'on est invité sur un podcast, mais c'est pas vrai parce qu'on en a fait avec mon pote Aurélien Broussal. Donc, c'était plus sur des thématiques dédiées, mais là, c'est la première fois que je suis invité pour parler de moi, parler de nous. Donc, c'est un grand honneur. J'espère que j'aurai des trucs à dire. Ouais, j'en doute pas. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu quel est votre parcours et quel est ton parcours à toi ? Carrément. Alors aujourd'hui, je fais pas le podcast avec Simon parce qu'il est pas là. Il bosse aujourd'hui. On n'avait pas le même jour pour caler les choses, mais je vais parler en nos deux noms parce qu'on a à peu près un parcours similaire, on va dire. Mais déjà, quand il écoutera le podcast, il sera content. Je vais le remercier déjà pour le fait de bosser avec moi depuis si longtemps. On est vraiment une équipe à deux. On bosse tous les deux à parts égales. Chacun a son truc à faire dans l'entreprise qu'on a débuté. Donc déjà, je le remercie et je parle en son nom. Si jamais il a des choses à redire, il les dira à tout le monde sur Instagram. Mais normalement, il devrait accepter ce que je dis là. Donc, moi, je m'appelle Thomas Benayoun, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Je suis kinésithérapeute et je travaille dans la région de Rennes. Mon parcours, tu veux savoir quoi ? Quand est-ce que j'ai eu mon brevet des collèges ou Déjà, est-ce que tu l'as eu ? Et après Ouais, j'ai eu mon brevet. Non, mais ouais. Non, moi, je vois un peu le délire. J'ai écouté tes anciens podcasts. Donc, en gros, moi, je viens de Paris. Je suis un petit banlieusard qui a fait ses études de kiné à Rennes. Je suis venu à l'école de Rennes parce que c'était une école qui me paraissait cool. Il y avait un gros délire sur l'EBP à l'époque et ça me paraissait archi intéressant parce que cette école elle reflétait un petit peu ça. Donc je suis rentré à l'école en 2013, que je te dise pas de bêtises. Ouais, 2013 par prépa classique comme on faisait avant. C'est plus le cas maintenant. Maintenant c'est STAPS et médecine. Donc 2013, Simon, pareil comme moi, on vient de Paris tous les deux, on se connaissait pas avant, mais on vient de Paris tous les deux, on est venus en Bretagne. Du coup, j'ai eu mon DE en 2016 parce qu'à l'époque c'était encore en 3 ans. Après, on est parti directement juste après le DE faire le CECKS avec la SFMKS, donc un diplôme de kiné du sport. Ouais. On a enchaîné direct dès la rentrée septembre, on est parti là-dessus. Je te dis peut-être des bêtises, c'était peut-être en janvier, mais dans mes souvenirs, ça allait très très vite. Donc très bonne formation, très terrain. On était vraiment assez satisfaits. Et puis on a commencé à bosser en libéral directement. Moi en assistanat à Rennes, et puis lui il est reparti à Paris bosser. Et j'ai bossé 1 an en assistanat et il y avait des trous dans mes connaissances, beaucoup de trous. Le premier gros trou, c'était l'épaule, parce qu'à l'école, on avait fait 0 cours sur l'épaule. Si je te dis 0, c'est vraiment 0. On avait vu la natte de l'épaule, mais ça suffit pas pour traiter quelqu'un. On avait fait vraiment 0 cours de rééducation. On avait eu un cours avec un chirurgien sur les sutures de coiffe. On n'avait pas eu de cours de rééduc, donc c'était assez terrible quand j'ai pris mon premier patient qui avait une épaule douloureuse. Et du coup, j'ai commencé moi à me former sur l'épaule. J'ai fait des formations que j'ai pas trop aimées parce que c'était trop des méthodes pour moi, des concepts, des trucs comme ça me plaisait pas du tout. Et au final, j'ai fait, je vais pas te dire l'ensemble des formations d'épaule qui existent parce que c'est pas vrai, mais je pense que j'en ai fait au moins 80-90%.
On calculait hier avec Simon, là, en 4 ans, on a arrêté de compter il y a 1 an ou 2, là, on a dépensé 40 000 € de formation. On faisait des formations quasi tous les week-ends. Franchement, quasi tous les week-ends. On essayait de trouver des réponses à nos questions. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les formations, c'était bien. C'était très, très intéressant. Ça donnait plein de réponses, mais il y avait aussi beaucoup de réponses qui étaient sur le terrain, tu vois. Et le problème du courant un peu de l'EBP, c'est qu'on l'interprétait mal au départ quand on est sorti de l'école parce qu'on était trop dans l'évidence des sciences, tu vois, vraiment sur les études. On se disait, ouais, faut que ce soit prouvé, machin, etc. Mais au final, le rapport avec la clinique et la pratique, il est quand même super important. Et le rapport avec le patient aussi, c'est assez important de lier les trois. Et c'est vraiment ça le centre de l'EBP. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu du mal à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment pratiquer ce qu'on apprend pour voir si ça fonctionne ou pas sur nos patients, sur nous, sur les gens qui nous entourent, sur tel type de patients. Et du coup, on a arrêté au bout d'un moment de faire des formations parce que déjà on a épuisé un petit peu tout le catalogue de ce qui nous paraissait intéressant. Et on s'est dit, bah, vas-y, faut qu'on monte notre cabinet. Faut qu'on monte notre cabinet tous les deux. Du coup, Simon, il est revenu à Rennes. On a monté un cabinet il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus trop. On était tous les deux au début. On n'avait pas de patients. Moi, j'avais genre un patient toutes les après-midi. Donc vraiment, c'était une galère. C'était des gens qui étaient pas du tout prêts à changer un peu de paradigme sur la façon dont ils voyaient la kinésithérapie, beaucoup de choses passives, etc. Et petit à petit, on a cravaché le truc, ça a pris, les gens ont commencé à venir, etc. Et aujourd'hui, dans notre cabinet, on est 7, tu vois, donc en 3 ans, ça s'est largement développé. Moi, je prends quasi plus de nouveaux patients parce que j'ai plus de place. Et à côté, on a lancé pas mal de choses. Donc, en gros, comment dire ça? Ouais, en gros, quand on a ouvert le cabinet, on s'est dit, bon, la kiné, c'est bien. La kiné, c'est très intéressant. C'est vraiment notre passion, tu vois. On adore ça. C'est un super métier. Par contre, c'est difficile d'aller très loin dans les prises en charge des patients, soit qui veulent se remettre au sport, soit qui sont sportifs et qui veulent réatteindre leur niveau précédant la blessure. Et pour nous, il fallait même qu'ils atteignent un meilleur niveau parce que la blessure, elle arrive jamais au hasard. Même si on peut pas éviter la blessure, elle arrive pas au hasard. C'est parce qu'il y a un souci dans ta préparation. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller creuser un peu sur la prépa physique et le lien entre la kinésithérapie et la préparation physique pour les gens qui sont pas forcément sportifs de haut niveau, tu vois, mais des gens qui s'entraînent régulièrement, qui aspirent pas à être champion du monde, mais qui aspirent à bien performer dans leur sport, éviter de se blesser, prendre du plaisir et faire ça sur le long terme. Et carrément, ça c'est la plupart des gens en réalité, parce qu'on n'a pas que des sportifs de haut niveau dans la population française, sinon ça se saurait. Et du coup, on est parti, on a cherché un petit peu ce qui pouvait être intéressant comme formation là-dessus. Sachant que quand on est kiné, déjà, on a notre carte d'éducateur sportif. On a un petit peu un pied facile là-dedans, on va dire. Je suis un petit peu sceptique sur ce sujet parce que je suis pas forcément d'accord sur le fait que tous les kinés méritent d'avoir leur carte d'éducateur sportif parce que à côté d'avoir un DE, c'est bien, mais il faut pratiquer aussi. Donc, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme formation? On a regardé un petit peu tous les DU de prépa physique. Moi, j'ai beaucoup de potes qui en ont fait et leur retour était pas forcément hyper satisfaisant pour nous parce que la plupart des DU, selon ce qu'on nous a dit, on les a pas fait, donc toujours à prendre avec des pincettes. Il y avait beaucoup trop de théorie par rapport à la pratique. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était plutôt la pratique parce que on aime bien allier les deux. Et du coup, on a trouvé la formation avec Transfert qui s'appelait PPRN à l'époque, qui s'appelle 3PS maintenant, qui est une formation sur 1 an, une formation diplômante sur la prépa physique et qui est organisée par tous les anciens de l'INSEP. Donc, il y a Anaël Aubry, Aurélien Broussal, Yann Lemeur. Il y a vraiment des grosses pointures. C'est super intéressant. Ils sont tous regroupés ensemble et ils prodiguent vraiment des cours de qualité avec de la théorie parfois qui peut être un peu embêtante au bout d'un moment quand on connaît, mais la physio, c'est quand même toujours important et beaucoup de pratique avec un lien vraiment entre ce que la science dit et ce qu'il y a sur le terrain. Parce qu'il y a des choses que la science dit qui sont juste pas faisables sur le terrain et ça, c'est toujours embêtant d'apprendre des choses qui sont super intéressantes d'un point de vue scientifique mais qu'on peut pas retransmettre sur le terrain par faute d'infrastructures ou de capacités financières parce que tu peux pas tout acheter non plus. Exactement. Et du coup, c'était une formation qui était vraiment super. Ça liait un peu tout ça. Et après, on a décidé de lancer Training Therapy, qui est une société de coaching
Et en fait, on faisait du coaching en face-to-face avec pas mal d'anciens patients qui avaient fini la phase de rééducation et qui partaient sur de la réathlétisation, voire même de la préparation physique parce qu'ils avaient plus aucune douleur. On était en fin de rééducation ou fin de réathlétisation. C'est un concept qui est un petit peu franco-français, hein, cette réathlétisation. Il y a pas vraiment de normes là-dessus, il y a pas vraiment de loi. Bon, c'est un terme qui est pas mal, mais qui veut un peu tout et rien dire. Bref, qui doit la faire, le kiné, le prépa physique, on sait pas trop. En tout cas, voilà, on a creusé un peu ce créneau-là, et avec le premier confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très loin dans le monde, des gens qui étaient au Japon, en Finlande, qui étaient intéressés par ce qu'on faisait, et qui étaient intéressés par ce coaching à distance. C'est des personnes qui ont fait de la rééducation, qui leur a apporté un plus, mais qui sont pas à 100% et qui arrivent pas à retrouver vraiment leur 100%. Ça peut être des gens qui font de la musculation, des gens qui courent, des gens qui font du crossfit, des handballeurs, on a un peu de tout. Et ils sont plus vraiment blessés, mais ils sont encore dans ce cercle un petit peu de perte de performance liée à la douleur, parce que la douleur est un processus complexe, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Et ils manquent de cadre dans leur entraînement, et ils ont besoin de quelqu'un qui les aide là-dessus. Et malheureusement, les kinés à qui ils ont eu affaire n'ont pas pu ou n'ont pas pris le temps, n'ont pas eu les moyens, parce que voilà, on sait que les soins aujourd'hui, c'est pas forcément très cher payé en termes de coûts, et que faire une réathlétisation qui prend du temps et qui demande vraiment du temps au cabinet, etc., c'est pas forcément facile. Ces gens étaient friands d'avoir des conseils là-dessus et d'avoir des programmes à distance, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut faire des choses qui sont assez magnifiques là-dessus. Donc en fait, on a lancé la société comme ça. Au début, c'était du face-to-face, et après, c'est parti à distance. Aujourd'hui, on fait quasi plus que du à distance. On n'est plus tout seul. Il y a Raphaël, Maxime et Victor qui travaillent avec nous, parce qu'on a une charge de travail qui est juste monstrueuse. On a un nombre de clients très très élevé. Là, on prend plus personne en suivi, parce que sinon la qualité du suivi baisse. Et du coup, on s'occupe de gens qui sont en phase de réathlétisation, qui ont fini leur rééducation, qui peuvent être, je te dis, dans le sud de la France, dans d'autres pays, et qui veulent reperformer au niveau auquel ils aspirent. Donc, on les aide là-dessus. Et une fois qu'on a atteint les objectifs, et on est bon. Voilà un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, et notre parcours. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire là-dedans? On est formateur aussi en IFMK, sur la réathlétisation, moi sur l'épaule et Simon sur le genou. On est formateur dans des organismes de formation, dans notre organisme de formation et avec le FC Nantes. Et puis voilà. J'ai pas fait le détail de toutes les formations, parce que je te dis vraiment, on en a fait énormément. Et est-ce qu'il y en a une qui sort du lot, où justement, tu vois, peut-être pas toutes comme tu dis, mais est-ce qu'il y en a une où tu te dis, celle-là, elle a été vraiment, entre guillemets, fondatrice de une nouvelle vision que j'ai eue de certaines pathologies de l'épaule, ou quelque chose comme ça, ou non, c'est en mettant bout à bout toutes les formations que ça a changé ta vision? En fait, moi, ma vision, elle est un peu, là, je vais parler pour moi, ma vision, elle est un peu différente. Enfin, pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, les kinés, ils se rapprochent quand même plus de ma vision, où je me rends peut-être plus compte que les gens, je pense un petit peu comme les gens. Moi, je m'entraîne depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé le judo à 4 ans. J'étais pas très bon, j'étais pas à haut niveau, j'étais un petit niveau régional français, mais j'étais un travailleur, je m'entraînais 5 fois par semaine, etc. J'ai commencé la muscu, du coup, à 13 ans pour la prépa physique, pour le judo. Et j'ai jamais arrêté. Depuis que j'ai 13 ans, je pense ma plus longue période de repos, ça a dû être 5 jours. Depuis que j'ai 13 ans, tu vois, j'ai 26 ans. Je me suis toujours entraîné, et je me suis dit, c'est incroyable les capacités que le corps humain peut développer en s'entraînant intelligemment, ou peut ne pas développer en s'entraînant bêtement. Ça va dans les deux sens. Et du coup, j'ai toujours eu cette part vraiment d'amour pour le renforcement musculaire dans sa globalité. Prise de force, hypertrophie, amélioration de la vitesse, amélioration de la puissance, etc. Vraiment toutes les qualités physiques. Et ça a toujours été une clé vraiment dans mes prises en charge. Donc je me suis dit, c'est clair que les patients qui viennent nous voir, ils ont des déficits de force qui peuvent être dus à la douleur, des amyotrophies qui peuvent être dus à un arrêt sportif ou à un arrêt même de l'activité et des fonctions de la vie de tous les jours. Et vraiment, le renforcement, ça prend une part juste monstrueuse dans nos prises en charge. Et malheureusement, à l'école, on apprend beaucoup de choses passives. Ou du moins, à mon époque, on apprenait beaucoup de choses passives. Donc, j'ai essayé de chercher des formations qui répondaient à ça, parce que moi, dans ma tête, c'était ça qu'il fallait faire. Tu vois, j'étais persuadé de mon truc, mais j'avais peut-être du mal à le transférer aux gens qui étaient blessés, parce qu'en vrai, je me suis jamais blessé quand j'étais petit. Je me suis jamais blessé avant d'être kiné, tu vois, pour tout te dire. Enfin, si je me suis fait des entorses, mais comme tu disais avec ma samba, une entorse,
c'est normal, on s'en fout, c'est pas très grave. Donc à l'époque, j'allais pas chez le kiné. Il va apprécier aussi. Donc à l'époque, j'allais pas chez le kiné, donc je savais pas ce que c'était la blessure, tu vois, j'avais pas cette sensibilisation. Quand j'ai eu mon diplôme, j'avais juste fait des stages. C'était des stages à l'hôpital, donc c'était avec des choses importantes, des AVC, des problèmes cardio, des trucs assez balèzes. Et j'avais pas cette fibre de comment faire du renforcement et faire progresser les gens physiquement sur des douleurs. Donc j'ai cherché des formations dans ce sens-là. Une des toutes premières que j'ai fait, ça paraît être hyper bateau de dire ça aujourd'hui, mais bon, ça remonte quand même. C'était l'épaule au top avec mon ami Frédéric Srour, qui est devenu un pote depuis. Je passe le bonjour, qui était une formation qui était très tournée vers l'actif. Très intéressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait un tabac, ces formations, parce que c'est applicable au cabinet. Ça répondait pas à toutes mes questions, parce que c'est pas possible en 2 jours déjà de balayer toutes les questions, mais c'était déjà une première approche. Après, je suis allé me former avec Anne Cools, qui est juste monstrueuse sur l'épaule. Jérémy Lewis aussi, très très bien. Lynn Watson. En gros, je te cite que des étrangers, mais leur approche était vraiment très intéressante. Et il y a un truc qui a changé ma pratique, qui a encore appuyé ma pratique, mais qui l'a rendue plus précise, c'est Functional Range Conditioning avec André Ospina, FRC, je sais pas si tu connais. C'est assez à la mode sur les réseaux sociaux parce que c'est américain, donc c'est très bien tourné. Enfin, c'est américain, non, lui il est canadien, mais c'est américanisé, donc c'est très bien tourné. C'est très abordable, ça fonctionne vraiment quand tu mets en place ce qui t'apprend, ça fonctionne vraiment, mais c'est surtout un mode de pensée. À l'inverse de ce que les gens peuvent penser sur les réseaux où on voit des mecs hyper mobiles faire des dingueries avec leurs articulations. C'est pas que ça, c'est un mode de pensée où tu te bases vraiment sur l'adaptation du corps humain à la contrainte que tu lui mets, et tant que cette contrainte elle est progressive, spécifique à ce dont tu as besoin et raisonnée, et t'es tout gagnant, quoi. Donc toutes ces connaissances, elles se sont lissées entre ma pratique et ce que j'ai appris en formation pour donner les choses que je fais aujourd'hui. Mais tu vois, ma pratique, elle change toujours. Et même ce que je présente en cours, ça change toujours. Là, je redonne une formation sur l'épaule la semaine prochaine que j'ai donné il y a 6 mois. Je reprends mon PowerPoint. Il y a des trucs que je change, il y a des trucs que je garde, il y a des trucs que, voilà, je modifie toujours les choses parce que de 6 mois en 6 mois, ce que je pense change, ce que la science nous dit change et ce que j'ai fait sur le terrain change aussi, tu vois. Donc, j'essaye d'avancer dans ma pratique comme tout le monde devrait le faire. Si on est passionné par ce métier, du moins, on devrait le faire. Et voilà un peu comment j'en suis venu là. Mais ouais, des formations bien, il y en a beaucoup. Malheureusement, c'est souvent avec des étrangers. Et justement, tu as fait aussi le DU SMS avec la SFMKS? Ouais, j'ai fait le DU pendant le Covid. Donc la première, c'était en 2020, 2019-2020, la promo. Enfin, l'université Savoie-Mont-Blanc avec Brice Picot, Romain Terrier. Chambé, ouais, c'est ça, exactement. Très intéressant. En fait, c'est un DU qui est très axé sur la recherche et l'application clinique de la recherche. Et comme je t'ai dit, nous à Rennes, on avait vraiment été bien formés à la recherche. Donc en gros, c'est vraiment quelque chose c'est un DU que je conseille aux préparateurs physiques déjà, premièrement, parce qu'il est ouvert aux préparateurs physiques. Donc je le conseille vraiment aux préparateurs physiques qui sont pas trop, c'est pas une généralité que je fais sur les préparateurs physiques, hein. C'est pour les préparateurs physiques qui sont pas trop sensibilisés à la recherche scientifique, parce que ça va vraiment vous aider à construire vos séances et à réfléchir autour de l'entraînement de vos athlètes, et à tous les kinés qui sont pas vraiment à jour sur comment rechercher des articles et comment les utiliser après dans votre pratique. Et voilà. Mais si vous êtes déjà, si t'es déjà super à même de bien rechercher, si tu comprends comment ça fonctionne, les revues de littérature, si tu sais les lire, si tu sais lire des stats, si tu sais appliquer tout ça, tu vas pas forcément apprendre énormément de choses. Je descends absolument pas le DU parce que j'y travaille cette année. Ils m'ont recruté pour faire la partie rééducation de l'épaule. C'est énorme. Recruter, c'est un grand mot. Ouais. Mais ça reste un DU, donc c'est forcément théorique. Mais la théorie, c'est quand même important pour bien appliquer sur le terrain après. Les catégories de personnes qui sont ciblées par ce DU, c'est ce que je te dis, les préparateurs physiques et les kinés qui ont vraiment qui ont envie de recreuser dans la littérature scientifique. Et puis ça demande une charge de travail assez importante parce que tu as un mémoire assez solide à faire, qui est normalement une étude
contrôlé. Enfin, c'est pas un ECR, mais tu dois faire quand même quelque chose avec des sujets, etc. Donc c'est pas juste une revue de littérature. Et c'est trois sessions d'une semaine dans l'année, si je dis pas de bêtises. Ça a peut-être changé, mais donc c'est pas non plus monstrueux en termes de temps d'organisation. Et il y a vraiment des intervenants de qualité. Et quand tu vois des mecs comme Nicolas Forestier, etc., t'expliquer des choses sur la proprioception, tu te dis que, ah ouais, non, la proprioception, c'est pas juste mettre un mec sur un bosu. Même si tu le sais, là, ça te le confirme vraiment. Exactement. Donc, ouais, très bon DU. Ça nous a permis de mettre un pied à l'université. Et puis, tu vois, la vie, c'est des rencontres en réalité et c'est des opportunités. Parce que moi, jamais j'aurais pensé travailler dans ce DU. 1 an et demi plus tard, je fais une présentation au JFK. Romain m'appelle, me dit ouais, j'aimerais bien que tu viennes intervenir au DU, etc. C'était pas prévu, donc super cool. Les opportunités, elles viennent comme ça en fait, tu vois, donc c'est très intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'adore en fait. J'adore transmettre des connaissances, si mauvaises ou si bonnes soient-elles. J'essaie de transmettre ce qui est bon quand même à soit des étudiants kinés, soit des kinés diplômés. Et il y a pas de, quand je suis en cours, tu vois, il y a vraiment une relation d'égal à égal avec les gens que j'ai en face de moi. Tant qu'on se respecte, tant qu'on s'écoute. Voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment transmettre aux gens, comme on aime aider nos patients. Moi, j'aime transmettre certaines connaissances que j'ai et j'aime apprendre. Je connais pas énormément de choses. J'ai une petite expertise je déteste ce mot, mais j'ai une petite expertise dans certains domaines que j'essaie de transmettre au mieux aux autres pour essayer de les aider sur certains points. Donc, moi, quand on me propose de donner cours, je suis super content. Tu vois, j'adore ça. C'est clair. Et pour en revenir à Training Therapy, vu que maintenant c'est tout, on va dire en ligne entre guillemets. Quel test vous utilisez? Comment tu testes les gens ou comment les gens se testent et vous renvoient un peu leurs résultats? Et après, comment vous planifiez, on va dire, leur réathlé? Est-ce que c'est en fonction de leurs objectifs à eux? Est-ce que vous avez un genre d'arbre décisionnel où tu dis telle pathologie on les prend pour tant de semaines et telle pathologie pour tant de semaines, ou comment vous organisez là-dessus? Alors, premièrement, on fait une visio avec les gens parce qu'il faut qu'on les voit bouger. Donc on fait une visio, généralement ça dure une petite demi-heure, tu vois, comme un bilan de kiné. Il n'y a rien de fou. Les seules choses qu'on peut pas faire, c'est évaluer vraiment la mobilité passive. C'est juste pas possible parce qu'on n'est pas avec eux. Donc ça c'est un point qui est négatif. Mais on a quand même énormément d'infos avec ce qu'ils nous donnent déjà leur anamnèse. J'ai mal depuis tant de temps, je me suis fait mal comme ça. La douleur, je la cote à tant sur ce mouvement, etc. On prend plein de critères. Les mouvements qui posent problème, on essaye de leur demander de se filmer. Enfin, c'est même pas on essaye, ils se filment dessus et ils nous envoient les vidéos dans plusieurs plans. On essaye d'analyser ce qui pose problème. Aujourd'hui, on a beaucoup de crossfitters parce que on fait du crossfit et que les choses sont venues comme ça. Tu vois, on n'a pas ciblé directement les crossfitters, mais on en a eu de plus en plus. Les retours ont été très bons. Du coup, ils nous ramènent d'autres gens, etc. Bon, aujourd'hui, on a de plus en plus de crossfitters. Les pathologies se ressemblent, on va dire, mais chacun reste unique. Donc, c'est très important de prendre chacun dans sa globalité. Donc, on n'a pas des trucs tout faits avec forcément des algorithmes décisionnels, mais on a des idées. D'accord. Une fois qu'on a regardé la personne bouger, qu'on a évalué ce qui posait problème comme mouvement, comme à partir de quand dans l'entraînement ils étaient gênés au bout de 45 minutes, direct au départ. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et on voit avec eux ce qu'ils veulent déjà. La plupart du temps, c'est reperformer sans avoir mal. Ça, c'est tout le monde la même chose. 9 fois sur 10, ouais. Voilà. Éviter de surblesser. Devenir plus mobile. Parce que les gens nous contactent souvent pour ça. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui viennent juste pour de la mobilité et qui n'ont pas forcément de douleurs résiduelles ou autre. Et après, devenir forcément meilleur dans leur sport, parce que ça, le fait de ne plus avoir mal et d'être mieux préparé aux exigences et à la spécificité de leur activité fait que forcément ils performent mieux. En fonction de ça, il nous dit je peux allouer 3 séances par semaine à ça, 4 séances d'une demi-heure, 5 séances de 20 minutes, etc. Ça dépend. Si quelqu'un nous dit moi je peux faire 5 fois 10 minutes par jour, on va lui dire bon, c'est pas ouf, mais on peut faire vraiment quelque chose de minimal, mais c'est quand même pas ouf. On préfère t'orienter vers 3 séances d'1 heure dans la semaine, etc. On adapte au mieux les choses avec le matériel qu'ils ont. Pendant le confinement, personne n'avait rien, donc on essayait de faire des choses assez sommaires, mais ça a quand même bien fonctionné. La plupart de nos athlètes, ils ont pas forcément perdu en perf pendant le confinement, donc ça c'était super cool. Et j'ai pas de délai, on évalue, en gros on fait des visios toutes les 2-3 semaines avec ceux qui ont besoin vraiment d'être relancés fréquemment. Il y en a, ils sont très autonomes et on fait le point qu'une fois par mois. Tous les jours, ils nous font un rapport de leur séance quand même qu'on regarde, mais on n'est pas forcément obligé de s'appeler
pour faire le point pendant une demi-heure, mais on fait régulièrement des points pour voir comment les choses ont évolué. On reprend les marqueurs du départ. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? On réadapte. Évidemment, des fois, on a des échecs. Il y a des personnes avec qui ça s'améliore pas du tout. C'est très, très rare parce que, à la différence de la prise en charge kiné en cabinet, quand les gens payent un service, là, qui est de la préparation physique, accès réathlétisation, ils font ce que tu leur dis de faire. Ils font ce que tu leur dis de faire. Déjà, ils viennent te voir parce qu'ils te font confiance. Ils te connaissent pas, tu vois. Ils nous connaissent juste via les réseaux. Donc, ils nous font confiance. Ils ont eu ils ont eu un bon avis de nous par telle ou telle personne. Ils payent de leur poche. C'est pas remboursé par la Sécu et c'est normal que ce soit pas remboursé par la Sécu parce que c'est quelque chose qui est orienté vers la performance et c'est pas du soin, quoi, pas du tout. D'ailleurs, je leur dis, ceux qui écouteront ce podcast, ne nous demandez pas des diagnostics sur Instagram. À chaque fois, on vous dit non, c'est pas possible. On fait pas de la kiné sur Instagram. Il y a pas de cabinet de kiné sur Instagram. Il y a rien. Ce qu'on fait, nous, c'est de l'accompagnement, c'est du service aux sportifs blessés qui en phase de retrouver ses performances. Et du coup, les gens sont beaucoup plus assidus, on va dire. Même si aujourd'hui on a des moyens pour rendre les patients assidus, je dis pas que mes patients sont pas assidus au cabinet, mais j'ai l'impression que ça fonctionne un peu mieux parce que les gens payent. C'est bizarre, ça va pas plaire aux Français que je dis ça, mais quand on paye, on fait mieux les choses. C'est un biais cognitif, et ça se passe comme ça. Donc on réévalue régulièrement. Les gens on les garde pas très longtemps, sauf ceux qui viennent juste pour la prépa physique. Et qui sont là dans un objectif de perf. Il y a des clients qu'on a depuis 3 ans, tu vois, on bosse ensemble. Sinon, je sais pas, je vais te dire entre 3 et 6 mois. Voilà. En réalité, ça fonctionne comme ça. On a aussi des gens qui n'ont rien à voir avec ça. On a 3 petites clientes qui sont atteintes de la mucoviscidose et qui ont besoin de faire une activité physique régulière assez intensive pour améliorer la qualité du drainage. Et qui malheureusement ne trouvent pas de kiné qui leur fait ça à côté de chez eux. Donc on a une collègue qui fait que ça. Sophie, si tu écoutes ce podcast, je te dis bonjour, j'espère que tu t'es bien entraîné aujourd'hui. Et qui nous envoie certaines de ses patientes ou patients qui sont un peu en galère en termes d'entourage parce qu'ils habitent pas forcément dans des régions où c'est facile d'avoir un accès aux soins de qualité sur des pathologies aussi importantes que celle-là. Et du coup, on essaie de mettre notre pierre à l'édifice, tu vois, on les aide pas sur le drainage, mais indirectement, on les aide sur le physique. Voilà, exactement. Sur tout ce qui est indirect et lié à l'activité physique. Donc, on brasse un panel très large de personnes, mais les gens qui viennent nous voir sont très, très motivés et ça se passe généralement très bien parce que quand la motivation est là et que l'écoute et la communication sont là, y a pas de problème, quoi. C'est clair. Et pour passer un peu sur l'épaule, donc t'en fais un rééduc, t'en fais un réathlé et qu'est-ce que tu retrouves comme pathologies les plus fréquentes au final et comment tu les soignes? C'est simple, tu prends un électro et puis tu le poses sur le deltoïde. Et tu as oublié de mettre du chaud aussi. J'ai oublié. Non, en réalité, moi, je parle que de moi, c'est incroyable, je suis mal à l'aise. Donc je te disais, moi je travaille à mon cabinet, je travaille aussi dans une clinique privée. Où je suis en libéral, mais c'est une clinique privée où je bosse en fait avec des chirurgiens, 3 chirurgiens de l'épaule, qui sont pour moi des références françaises, tu vois, c'est vraiment des monstres. Philippe Collin, Laurent Bavrel, Mathieu Ferrand, les gars, ils sont hyper forts. Je sais pas si tu connais Philippe Collin, mais c'est un mec qui publie énormément. Et en gros, je fais des bilans avec eux de gens qui potentiellement vont se faire opérer, mais c'est pas forcément sûr. Du coup, ils aiment bien avoir un avis rééducatif. Et on oriente au mieux les choses parce que c'est des chirurgiens qui sont très très ouverts à la rééducation. En gros, ils vont jamais opérer quelqu'un, sauf cas exceptionnel, qui n'a pas fait de rééducation ou du moins qui n'a pas fait une rééducation bien conduite, parce qu'ils savent que avant d'aller faire quelque chose d'invasif, il faut aller tester les traitements conservateurs qui fonctionnent la plupart du temps. Et sinon, on fait des bilans de patients opérés qu'on check à 6 semaines post-op, 3 mois, 6 mois, 1 an parfois, pour voir si la rééducation se passe bien. Parce que voilà, on a notre petite expertise, même si encore une fois, j'aime pas ce mot, pour savoir si à peu près ils sont dans les délais, que ce soit des sutures de coiffe, des butées, des bancartes, des prothèses inversées. Bref, toutes les opérations d'épaule, on check un peu là-dessus. Donc ça va être mon activité à la clinique en termes de bilan avec les chirurgiens. À la clinique aussi, j'ai une petite activité de rééducation avec des patients qui sont plutôt sportifs. Et là, les pathologies que je vais retrouver,
Ça va être des syndromes douloureux d'origine sous-acromio. Donc, je te mets les bursites dedans, les tendinopathies, voilà. Beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité. Je pense que c'est très, très sous-diagnostiqué, tous les types d'instabilité. Assez complexe à diagnostiquer, mais quand on a la main dedans, normalement, on doit savoir faire. À mon cabinet, j'ai tout. Syndrome douloureux d'origine sous-acromiale, instabilité, épaule raide, donc capsulite si on veut faire une digression. Beaucoup de cervicales, énormément de cervicales. Je suis persuadé aujourd'hui que la moitié des patients que je reçois pour des douleurs d'épaule, avec une ordonnance sur l'épaule, c'est des cervicales, ou du moins c'est mixte. Il y a une grosse composante cervicale. Et des fois, pour dépanner mes collègues, je prends 2-3 entorses de cheville, quoi, mais c'est très, très rare. D'accord. Et justement, alors, pour ce lien entre cervicale et épaule, comment tu bosses? Tu bosses sur ta ceinture scapulaire, tu bosses sur de la mobilité, sur du renfort du rachis cervical, du renfort de l'épaule. Comment tu orientes ton travail? Alors, déjà, moi, le plus important pour moi dans la rééducation, c'est le bilan. Oui. Si ton bilan il est bien fait, ta rééducation, normalement, tu as des grandes lignes directrices. Après, tu adaptes à chaque patient. Tu as des grandes lignes directrices en fonction de ton bilan. Tu peux pas vraiment te tromper si tu réfléchis et que tu réévalues un petit peu à chaque séance tes marqueurs. Au niveau du rachis cervical, moi, je suis un peu de l'école McKenzie. Donc, j'utilise beaucoup McKenzie parce que je trouve que c'est facilement abordable par les patients. Mais je fais pas que ça, évidemment. Pas de digression. J'utilise McKenzie pour mon bilan. Si ça répond favorablement, je vais donner des exercices faciles à faire au patient chez lui. Et en séance, on va faire des choses un peu plus ciblées sur les potentiels problèmes que j'ai retrouvés au bilan, les déficits. Donc, on peut faire du renfort, on peut faire de la mobilité, on peut faire du contrôle moteur. On fait un peu de tout en réalité. Mais on va cibler plus ou moins telle ou telle chose en fonction du patient qu'on a face à nous. Et très souvent, je te disais, c'est mixte. Il y a une composante cervicale qui améliore rapidement les symptômes, mais il reste un petit truc au niveau gléno-huméral, au niveau scapulaire. Et on va aller bosser soit sur la gléno-humérale, soit sur la scapula, bien souvent, sur les deux. Et évidemment, comme tu l'as compris au début, moi, je fais beaucoup de renfort, donc de remise en charge, intelligemment adapté aux déficits de chaque patient. Donc ça, c'est ce que j'essaie d'enseigner en formation, comment évaluer ce qui pose problème dans une épaule. C'est pas forcément difficile, ça peut faire peur à beaucoup de kinés. Moi, la première question que je pose quand je donne cours, c'est qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui dans votre pratique? Et les gens, ils me disent, on sait qu'il faut faire des exos, mais on sait pas, en fait, on a l'impression de faire la même chose à tout le monde. Et la plupart du temps, ça fonctionne, on va pas se mentir. La plupart du temps, tu prends quelqu'un qui est très sédentaire, qui a pas d'activité sur son épaule et qui va tailler sa haie le week-end et qui se fait mal à l'épaule et qui a mal à l'épaule pendant longtemps parce que le cerveau entretient la douleur. Si tu lui fais faire n'importe quoi comme exercice, potentiellement, il va aller peut-être un peu mieux. Mais si c'est spécifique, tu vas être tellement plus efficace et ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressant sur le long terme. Et on le sait avec les études qu'on a aujourd'hui, on le sait que les exercices spécifiques sont mieux que les exercices généraux, ça c'est clair et net. On peut me dire tout le contraire, mais la littérature, elle le justifie pas et la pratique, elle le justifie pas du tout. Donc, on essaie de cibler vraiment ce qui pose problème. Alors après, c'est des hypothèses, parce qu'on n'a jamais de choses complètement strictes. Je suis sûr que c'est ça, non. C'est que des hypothèses. Est-ce que, par exemple, c'est pas peut-être mon trapèze inférieur qui est pas très bien stimulé pendant cette phase d'élévation? Est-ce que c'est pas mon dentelé qui manque un petit peu d'activation? Est-ce que c'est clairement une faiblesse des rotateurs externes ou est-ce que mon patient, il a perdu en force sur les rotateurs externes parce qu'il a mal? On essaie d'évaluer les choses au mieux et on propose un plan de rééducation adapté. C'est ça le raisonnement clinique aujourd'hui. On essaie vraiment de faire les choses individuellement pour chaque personne. Et voilà, mais après, je peux pas te donner de façon de rééduquer une épaule. L'important, effectivement, c'est de remettre en charge. Ça, c'est sûr et certain. Il vaut mieux être spécifique quand même. Et comment tu évalues? Est-ce que tu utilises des dynamomètres, des trucs comme ça ou Ouais, pour la force. Pour la force, j'utilise un dynamomètre de pression. C'est le gold standard aujourd'hui en cabinet pour utiliser la force, pour évaluer la force. T'as les appareils d'isocinétisme, mais ça coûte trop cher, sachant que le dynamo c'est bien corrélé, ça fonctionne très bien. Sauf que est-ce que c'est important d'aller mesurer une force maximale sur des rotateurs externes en R1 ici? On peut se poser la question. J'ai pas la réponse à la question. T'as d'autres tests qui peuvent être un petit peu plus pertinents, on va dire. C'est des tests qui sont fonctionnels. T'en as un qui s'appelle le Shoulder Endurance Test. C'est un test où tu fais de la rotation externe avec un élastique en position R2 en suivant une cadence, etc. Qui te donne plus une idée d'endurance de force, on va appeler ça comme ça, pour faire très grossier, sur les rotateurs externes dans la position R2, qui est peut-être plus fonctionnel, on va dire, donc plus adapté à la fonction qu'on a de l'épaule tous les jours que un test de mesure de force maximale en rotation externe en R1. Mais on a plein d'outils à notre portée aujourd'hui. Si on les utilise à bon escient pour avoir, alors le but c'est pas de faire un bilan qui fait la taille
de mon envergure, quoi. Le but, c'est d'avoir un bilan qui nous sert en rééducation. Donc, utilisons des tests pour nous donner des pistes rééducatives. Une fois qu'on a bien utilisé ces tests et qu'ils nous ont servi pour réfléchir à notre rééducation, et ben on se base dessus et puis on peut réévaluer, vu que c'est des tests qui sont fiables si on les réalise de la même manière, et ben on peut réévaluer fréquemment nos patients et avoir des marqueurs vraiment de progression qui sont assez intéressants pour nous et pour le patient, parce qu'il se dit ah ouais, j'ai quand même progressé sur ce test-là et tout, c'est cool. Donc la rééducation va dans le bon sens. Et aujourd'hui on peut pas se cacher derrière le fait qu'on n'ait pas de test ou autre, il y en a plein. Il y a toujours des gens qui vont te dire ouais mais ça montre rien, c'est pas un test qui est valide parce que ça diagnostique rien, etc. Mais on s'en fout en fait. Le test il te sert juste à guider ta rééducation pour que ton patient il aille mieux. C'est la façon dont tu t'en sers toi qui est importante. Et est-ce que du coup t'as un bilan d'épaule standardisé et tu fais toujours la même chose et après c'est de cette même chose que découle ta rééducation, on va dire spécifique et pour ton patient, ou est-ce que dès ton anamnèse en fait tu dis non, ce test là il sera pas pertinent, celui-là je le rajoute, etc. Je te dis oui pour les deux. Si j'ai quelqu'un qui vient qui me dit je suis tombé sur l'épaule la semaine dernière, j'ai senti que ça a bougé à l'intérieur, c'est un peu sorti. Clairement, je vais pas lui faire les tests d'une épaule raide, tu vois, je vais pas me dire ouais, ce mec il va faire une capsulite. Je suis quasi déjà sûr que c'est une instabilité. Donc l'anamnèse oriente forcément mon bilan. Par contre, moi mon bilan, il est j'utilise Cobus, l'application Cobus, je suis pas de part dans Cobus, je fais pas de pub pour Cobus. J'en ai utilisé d'autres avant, je trouve que c'est la mieux. J'ai mon bilan Cobus que j'ai fait moi, que j'ai créé moi, avec tous les tests dont je peux me servir, tous les tests fonctionnels, tous les scores fonctionnels, tous les sous-diagnostics, les sous-classifications, etc. J'ai tout rentré moi-même. Et en fait, ça me permet de ne rien oublier parce que on est tous humains, on n'est pas des robots. Si j'ai un bilan à 8h du mat et un bilan à 20h le soir en rééducation, potentiellement, à 20h, je vais zapper des trucs. Donc, si c'est écrit sous mes yeux, je vais pas le zapper. Peut-être qu'il y a un test que je vais pas faire parce que je sais que c'est pas pertinent. Pour moi, c'est pas pertinent à ce moment-là avec tel patient dans tel contexte. Mais la plupart du temps, tout le temps d'ailleurs, j'ai mon bilan en face de moi. Et je suis la trame. D'abord, je vais faire mon anamnèse. Ensuite, je vais faire ma cartographie de la douleur. Ensuite, je vais faire mes scores fonctionnels. Ensuite, je vais regarder ma mobilité passive-active. Ensuite, je vais aller évaluer la force. Ensuite, je vais faire des tests orthopédiques peut-être parce qu'ils vont me donner quelques informations. Si j'ai pas ce que je veux, je vais aller chercher des tests fonctionnels. Si j'ai pas ce que je veux, je vais me creuser la tête du point de vue cervical. Il y a plein de choses à faire, mais c'est à peu près listé toujours de la même façon. Tu vois, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est que mon bilan, quand j'ai des stagiaires, je leur montre. Au début, ils se disent, oh putain, c'est impossible, je vais jamais réussir à le faire, il y a trop de trucs, etc. Je leur dis, mais t'inquiète, regarde, on en fait 4-5 ensemble. Et après, je leur dis, maintenant, je pense que t'es prêt. Le prochain patient qui vient pour une épaule, un nouveau, je le prends tout seul, je fais mon bilan d'une demi-heure, je sors de la pièce, tu viens, tu fais ton bilan d'une demi-heure et on compare les bilans. Et généralement, on trouve à peu près la même chose parce que la façon dont le bilan est codifié au point de vue de la littérature actuelle et au point de vue de ma pratique, parce que je l'ai adapté à ma pratique, mais il est quand même basé sur ce que nous dit la littérature sur tous les tests et sur le bilan qu'on peut faire d'une épaule, et ben on trouve à peu près la même chose. Et après, nos axes de rééducation, ça va être à peu près les mêmes, du coup. Et si les stagiaires de K3 et K4 arrivent à le faire, normalement, un kiné peut le faire. C'est clair. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur les instabilités d'épaule, et tu le retrouves dans quel sport? Que des sports de lancer? Ah non, dans plein de sports. Dans plein de sports. Aujourd'hui, on pense qu'à l'instabilité glénomérale antérieure. Ouais. On dit que c'est 90-95% des instabilités. Je suis pas forcément d'accord. Il y a des instabilités multidirectionnelles, donc la tête humérale qui glisse trop vers le bas, vers l'arrière. Il y a des instabilités postérieures aussi qui existent, qui sont sous-diagnostiquées parce que les tests pour les diagnostiquer ne sont archi pas valides. Mais en corrélant l'anamnèse, les tests, la façon dont le patient bouge, et plein de petites données, on peut très facilement orienter nos diagnostics vers tel ou tel type d'instabilité. Et après, tu as les instabilités un petit peu micro-instabilités qui sont plutôt un déficit de capacité de centration de la tête humérale sur la glène, d'accord, parce que la coiffe est faible, pour qui, pourquoi, on n'en sait rien, qui peuvent rentrer dans le stade des instabilités, qui peuvent irriter un petit peu l'épaule. Et du coup, il y en a vraiment énormément. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais pas te donner de données parce que l'évaluation n'est pas forcément super valide, tu vois, ce que je te dis. Mais ouais, franchement, j'en ai pas mal. Il y a beaucoup de sportifs qui sont sujets à ça parce que leurs muscles qui sont vraiment moteurs au niveau de l'épaule sont souvent très forts. Ils développent des raideurs par faiblesse indirecte sur certains muscles, etc. Et ils ont souvent une coiffe qui s'adapte pas assez vite par rapport à ce que leur
la contrainte de leur sport leur impose. Et du coup, on est sur des schémas un petit peu, hein, c'est grossier quand je dis ça, mais de micro-instabilité. La stabilité, de toute façon, c'est ce qui est important dans toutes les articulations. Peu importe les articulations, il faut que ce soit stable. Et c'est souvent, selon moi, c'est souvent le problème dans la plupart des troubles musculo-squelettiques. Soit un déficit de capacité par rapport à la charge, soit une espèce d'instabilité articulaire qui est due aussi à une incapacité des tissus par rapport à la charge qu'on leur impose. C'est clair. Et la place de l'haltéro, parce que tu fais du crossfit, et la place de l'haltéro sur ces rééducations de l'épaule, comment tu l'utilises? Alors, je l'utilise pas avec tous les patients, hein. Je fais pas faire de l'haltéro à tous les patients. L'haltéro, ce que j'aime bien, c'est que c'est un travail en chaîne. C'est un travail vraiment qui est en chaîne, et qui, du coup, moi, je suis quelqu'un qui est assez friand des chaînes, du travail en chaîne cinétique sur l'épaule. La littérature, elle s'accorde pas forcément à ce que je vais dire, mais parce que c'est très difficile de faire des études là-dessus, mais il y a forcément, quand on compense quelque chose au niveau de l'épaule, il y a forcément quelque chose qui va se passer soit au niveau du rachis thoracique, soit au niveau de la hanche, soit au niveau des cervicales, bassin, ça peut même aller jusqu'au pied. Il va y avoir des petits déficits qui vont s'installer, des petites compensations qui vont s'installer. Et du coup, c'est important de remettre tout ça dans un contexte global et pas faire juste des rotations externes à l'élastique pendant toute la rééducation, quoi. Donc l'haltéro, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller chercher beaucoup de force avec les membres inférieurs pour propulser un objet qui est pas forcément une barre. On peut très bien le transmettre avec un haltère, avec une balle lestée. On peut faire plein de choses au-dessus de la tête. Et au-dessus de la tête, l'épaule, elle a besoin de stabiliser la charge. Et elle va vraiment fortement bosser. Et c'est très intéressant d'un point de vue fonctionnel, même si l'haltéro, c'est pas forcément fonctionnel parce qu'on fait pas du snatch toute la journée à se mettre une barre au-dessus de la tête. Mais ça rentre dans des chaînes un peu plus logiques pour moi que juste faire de la rotation externe. Encore une fois, avec un élastique. Je fais faire cet exercice à certains de mes patients, ne vous inquiétez pas. Mais faut pas faire que ça, quoi. Dans mon idée, faut pas faire que ça. Et l'haltéro, je suis sensible à l'haltéro parce que, alors moi, j'ai commencé le CrossFit il y a pas très longtemps. Ça va faire 2 ans que j'en fais. Et je connais depuis que j'ai commencé la muscu, pour te dire, depuis que j'ai 14 ans. C'est quelque chose que je trouvais assez incroyable quand j'étais petit, quand c'est sorti. Et je me suis toujours dit, vas-y, faut que tu testes le CrossFit, mais une fois que tu seras préparé à le faire, parce que vu que je suis un peu bête, moi je viens des sports de combat, hein, je suis un peu un idiot. Quand je fais un truc, j'y vais à fond, et je savais que ça allait me rendre un peu addict. Et vu qu'il faut être très complet partout, forcément tu travailles beaucoup, tu t'entraînes beaucoup, et si tu récupères pas très bien et que t'adaptes pas forcément les charges d'entraînement et que tu bosses un petit peu avec ton ego, on est tous pareils, tu prends le risque de te blesser, comme dans n'importe quel sport. Et l'haltéro est une partie du CrossFit qui m'a plu. Donc, pour ceux qui connaissent pas le CrossFit, c'est un mélange entre de l'haltérophilie, de la gymnastique, du cardio et de l'entraînement fonctionnel. Donc, en gros, vous prenez tout ça, vous mélangez tout ça, et puis le CrossFit sort. C'est quelque chose qui est très complet. Les très bons athlètes en CrossFit, ils sont très forts physiquement, et vont vous faire des squats à plus de 200 kilos. Et si vous allez courir 10 bornes avec eux, ils vont vous le faire en 40-45 minutes. Donc, c'est vraiment des gens très complets avec des masses musculaires assez monstrueuses qui défient un petit peu les lois de la physiologie, on va dire, parce qu'à l'époque on pensait que c'était pas possible d'être hypertrophié et d'être bon au niveau cardio, mais ces mecs-là nous font taire. Donc voilà, je vais pas faire de l'haltéro à tous mes patients, loin de là. Mais c'est quelque chose que j'ai besoin de développer sur moi, déjà d'une pour être crédible avec les crossfitters dont je m'occupe, et parce que c'est quelque chose que j'adore aussi. Je suis pas très bon, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà. Top. Et je réfléchis en discutant avec toi, mais j'ai fait un épisode aussi où on revient un peu sur les mêmes thématiques avec Emeric Vervard, qui s'appelle M ton kiné sur Instagram. C'est l'épisode 21. Voilà, et c'est l'épisode 21, et pareil, vous avez un peu les mêmes passions entre le CrossFit et l'épaule, et je pense que vous aurez des choses à vous dire. Ah, c'est possible. Ouais. Et justement, toi, par rapport à ces différentes pratiques, entre le sport que tu fais, entre la clinique, entre le cabinet et entre training thérapie, est-ce que tu as un emploi du temps qui est fixe la semaine, tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça, ou est-ce que tu mixes et tu fais un peu au feeling dès que tu as du temps? Alors moi je suis quelqu'un, les gens vont penser que je suis fou, mais en vrai, sans te mentir, tu vois, ma femme va me taper derrière la tête, mais moi je fais que de travailler et de m'entraîner. Ouais. C'est toute ma vie. J'exagère un tout petit peu,
Elle dira que j'exagère pas, mais je te donne une semaine type, même si ça varie forcément. Le lundi matin, je me lève tôt, je travaille sur Training Therapy, donc ça peut être soit de la création de contenu pour Instagram, ce que les gens négligent beaucoup parce qu'ils pensent que tout se fait tout seul, mais sachez qu'on passe un temps monstrueux à faire du contenu. Si on veut publier régulièrement et que l'algorithme Instagram nous mette en avant, parce que c'est notre business, hein, c'est comme ça, il faut publier du contenu de qualité. Donc on essaye de le faire au mieux. C'est pas facile de publier tous les jours des choses de qualité, parce qu'au bout d'un moment, forcément, tu tournes en rond. Donc ça peut être soit de la création de contenu, soit du suivi de mes coachings. Souvent, c'est ça le lundi matin. Soit je remets à jour mes cours. Donc en gros, ça, je vais faire ça pendant 4 heures. Après le midi, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner 45 minutes, 1 heure. Ensuite, je vais à la clinique lundi après-midi. Le soir, je rentre, je me réentraîne une deuxième fois. Entraînement différent de celui du midi. Mardi matin, je suis à la clinique. Mardi après-midi, je suis à mon cabinet. Mercredi, je suis chez moi. Je fais que training thérapie, donc création de contenu. Pareil, formation, coaching. Puis j'ai pas mal de choses à gérer avec ce business-là. Autre, je vais m'entraîner évidemment 1 ou 2 fois par jour, ça va dépendre. Le jeudi matin, je suis à la clinique avec les chirurgiens. L'après-midi, training thérapie chez moi. Vendredi, toute la journée, je suis au cabinet. C'est mon seul jour complet au cabinet. Donc tu vois, mon cabinet, en fait, j'y suis qu'une journée et demie dans la semaine. Et ça va diminuer parce que j'ai de moins en moins de temps, mais malheureusement, c'est comme ça. Je veux toujours garder un pied à faire de la rééducation parce que je me vois pas donner cours et pas rééduquer à côté. Pour moi, c'est impossible. Parce que tu les vois, les mecs qui viennent en formation et qui sont que des théoriciens. Les gars, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas pratiqué, ils t'expliquent des trucs, ça a aucun sens. Tu vois, faut être vraiment sur le terrain pour savoir de quoi tu parles. Donc, je serais obligé de travailler à mon cabinet, ça c'est sûr et certain, parce que c'est quelque chose que j'aime en plus. Et le samedi et le dimanche, training thérapie à bloc. Donc, en gros, je m'arrête pas trop, c'est comme ça. Et si je te prends, je vais te prendre les 2 semaines là qui n'ont pas du tout été comme ça. Semaine dernière, j'ai donné cours lundi, mardi à la Beaujoire à Nantes. Mercredi, jeudi, vendredi, j'étais à bosser sur Training Therapy, à créer une autre formation là. Samedi, dimanche, j'étais à l'INSEP à Paris suivre une formation sur l'haltéro. Ce week-end, non, cette semaine, je suis à la clinique et je bosse de chez moi sur Training Therapy. Ce week-end, je donne cours dans mon cabinet sur une formation sur l'entraînement, et la semaine prochaine, je suis à Lille j'interviens dans une formation de réhabilitation respiratoire sur la partie renforcement musculaire. Donc, tu vois, en vrai, ça se ressemble pas forcément, parce que je fais beaucoup de choses différentes. Mais la plupart du temps, quand c'est la période off, on va dire, c'est comme ça que ça se découpe. Donc, en gros, un tiers, même s'il y a de plus en plus de travail sur Training Therapy, ça prend une plus grosse part dans notre travail. Et Simon, c'est à peu près la même chose que moi, sauf que Simon, il bosse pas à la clinique. Mais il fait à peu près moitié-moitié Training Therapy cabinet. Et voilà. D'accord. Ouais. Ouais, c'est énormément de taf. Ouais, après on aime ça, hein, c'est un choix. Hein. C'est nous qui avons lancé le truc, donc personne nous l'oblige. Je me voyais pas faire la semaine kiné, 8h, 19h. T'es là, t'es dans le rush toute la journée, t'as une demi-heure pour manger, t'es patient, t'arrives le soir, t'es fatigué. Ouais, non, j'ai la flemme de m'entraîner, etc. Et le week-end, je me repose de ma semaine. Ça, en vrai, c'est une routine de travail qui m'est juste insupportable. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Je peux très bien le comprendre. Pour moi, c'est juste pas possible. Moi, je veux, si possible, si j'ai envie, là, dans un mois, de partir à Clermont-Ferrand, m'entraîner pendant une semaine avec des potes et faire que ça. Et le soir, gérer mes coachings à distance ou gérer mes formations à distance pendant 2-3 heures. Et je le fais, tu vois. Il y a rien qui m'en empêche aujourd'hui. Faut juste que je pose mes dates avant, mais il y a rien qui m'en empêche. Et ça me dérangeait vraiment d'avoir cette attache, enfermé au cabinet, devoir prendre 5 semaines ça me faisait pas du tout kiffer. J'adore mon métier, mais malheureusement, c'est un métier qui est très taxant mentalement. C'est pas très dur, je dis pas qu'on est à l'usine, hein. Loin de là. Je vous encourage d'ailleurs à faire kiné, c'est un très beau métier. Mais j'écoutais ton podcast tout à l'heure avec Massamba, il l'a dit, c'est un métier qui vraiment mentalement quand même prend une charge importante parce que t'écoutes les gens toute la journée. Du moins si tu te soucies de tes patients. Et du coup, ça prend quand même une charge mentalement importante. Et même si t'as pas fait de trucs de dingue dans ta journée au niveau physique, t'arrives le soir, t'es un peu fatigué, quoi. Et souvent même, suivant les patients que t'as vus dans la journée, tu continues d'y penser. Mais ouais, carrément. T'as pas vraiment de pause, en fait. Tu coupes jamais, tu vois, quand tu... Ça. En plus, le pire quand t'es kiné, c'est que souvent t'es entouré de kinés. Tu vois, tes potes sont kinés, ou ostéo, ou prep physique, des trucs comme ça. Et au final, quand t'es avec eux, tu parles que de ça. Et du coup, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, c'est un peu dommage, mais c'est quand même un super métier. Ne crachons pas sur notre beau métier de masseur kinésithérapeute. C'est clair, tu l'as très bien dit. Et est-ce que tu as des mentors et des gens qui t'inspirent encore?
Ouais, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humain. Donc je suis inspiré par tout le monde. Je vais te dire, je suis inspiré par mes patients, je suis inspiré par ce que tu fais sur tes podcasts. Merci. Si je devais te dire des grands noms, je vais t'en faire une. Moi, je suis inspiré par Booba. Tu connais le rappeur Booba? Moi, j'adore Booba. Je suis un grand, exactement. Je suis un grand fan de Booba parce que c'est un mec qui a su se réinventer, tu vois. Moi, j'écoute Booba depuis que je suis petit. Aujourd'hui, c'est encore très actuel. Les jeunes, je dis pas que je suis vieux, hein, mais les petits écoutent ça à fond et tout encore. Et le mec, il touche tout le monde. Il est trop fort, tu vois. Ça fait longtemps qu'il est là, super niveau. Il aide plein de gens qui, au final, se retournent un peu contre lui, etc. L'histoire de clash, moi, ça, j'aime bien. Du coup, c'est quelqu'un qui m'inspire dans la carrière. Ouais. Parce que c'est un mec qui raconte pas non plus sa vie sur les réseaux sociaux. Tu sais pas trop ce qu'il fait. Tu vois vite fait ses enfants de temps en temps, des trucs comme ça. Mais son business, il est carré. Tout le monde le connaît. Il y a personne aujourd'hui en France qui connaît pas Booba. Même les gens en maison de retraite, peut-être qu'ils le connaissent parce qu'ils l'ont vu à la télé quand il s'est bagarré, etc. C'est quelqu'un qui est très fort médiatiquement parlant, sans en faire des tonnes, tu vois. Donc c'est quelqu'un que je trouve vraiment très fort dans le business, même si ça n'a rien à voir avec la kinésithérapie. Et c'est quelqu'un qui a l'air sympa, en vrai. Je pense que c'est un mec qui est sympa, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Sinon, si je reviens sur la kiné, ça va être plus facile. De mentor en kiné, j'en ai pas vraiment parce que il y a pas quelqu'un qui m'a appris à faire la kinésithérapie plus que quelqu'un d'autre. Il y a des mecs que j'aime beaucoup leur travail. J'aime beaucoup le travail de Fred Kos sur les réseaux. Si tu peux l'inviter d'ailleurs, ce serait très intéressant. C'est prévu et parfait. Il intervient sur pas mal de podcasts en ce moment et j'attends que ça se calme un peu pour lui et trouver le temps de le contacter, mais c'est prévu. Ouais. C'est vraiment un mec que, tu vois, son podcast avec Sean, là, de Upside Strength était très intéressant. C'est un mec qui, moi, me touche dans sa façon de faire. Parce que, déjà, il est judoka comme moi, donc, je comprends beaucoup de choses qu'il veut dire. Il s'entraîne et ça se voit que c'est un mec qui s'entraîne parce qu'il est costaud. Déjà, pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est gage de qualité. Il parle de choses qu'il connaît. Il arrive à faire de la vulgarisation sur Instagram sans être trop vulgarisé. Et il est très fort là-dessus. Même si du coup, ça restreint un petit peu le public qui touche, mais c'est normal. S'il écoute le podcast, je passe le bonjour. C'est un mec que je pense est super sympa en vrai. Je l'ai jamais croisé, mais à mon avis, très sympathique. Donc lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Très, 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 très bon travail, vraiment de grande qualité. J'aime bien Frédéric Srour aussi parce que c'est quelqu'un qui est très sympathique et qui a réussi à lancer des formations qui sont abordables pour la plupart des kinés et pas forcément des kinés qui veulent être excellents dans leur domaine, qui veulent juste être bons avec leurs patients et qui veulent des choses atteignables. Forcément, c'est critiquable parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, non, mais c'est trop simple, etc., ce qu'ils donnent. Ok, mais déjà, si tout le monde faisait ce qu'il propose, les patients iraient beaucoup mieux. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En kiné, qui je pourrais te dire d'autres? C'est difficile ce que tu me dis là, mais en prépa physique, moi, je suis pote avec Aurélien Broussal, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, Aurel, je vais forcément oublier quelqu'un, mais je te dis, je suis inspiré par les gens qui font des choses à leur image, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui font des choses qui font avancer les autres. Parce que le but, c'est pas de faire des trucs que pour sa tronche. Le but, c'est de faire avancer les autres. Toi, avec tes podcasts, les gens vont t'écouter en voiture, ils vont apprendre des choses sur telle ou telle personne. Je sais pas si ce que j'ai raconté aujourd'hui est intéressant, mais ils vont apprendre des choses sur moi. Je sais pas si c'est hyper pertinent ou pas, mais on donne du contenu aux gens, tu vois. Ils apprennent des choses et ils regardent pas les anges de la télé-réalité à la télé, quoi. Ils apprennent vraiment des choses. Les Marseillais à Cancun. Ou les Marseillais à Cancun. Et du coup, on essaye toutes ces personnes-là, dont toi, on essaye de donner du contenu qui instruit et qui ouvre à l'échange, parce que le but, c'est que tout le monde apprenne de tout le monde. Et du coup, je suis inspiré vraiment par tous les gars et toutes les nanas qui font du contenu sur les réseaux ou sur les plateformes de streaming, de vidéos, etc., qui sont pertinents et qui nous apprennent des choses. Donc, ouais, franchement, il y a plein de gens, j'en oublie, je suis désolé, excusez-moi. Et du coup, Thomas, est-ce qu'il y a des livres sur la performance de sport ou rien à voir qui t'ont marqué? Oui, non, non, il y en a plein. Je te montre ma bibliothèque, tu pleures, elle est remplie, c'est un truc de fou. Ouais. Un livre, c'est sur le CrossFit, mais c'est pas que sur le CrossFit, c'est sur le développement personnel et tout ce que t'as dans la tête. Chasing Excellence de Ben Bergeron. C'est en anglais pour tous ceux qui lisent un petit peu anglais. Incroyable, ça se lit archi vite, mais vraiment incroyable. L'art du mouvement d'Aurélien Broussal pour tous les athlètes, tous les patients,
D'accord, pas forcément pour les kinés parce que vous n'allez pas non plus apprendre votre métier dans ce livre, mais pour les patients qui ont envie de petits tips pour s'auto-traiter, des fois des trucs assez simples. Franchement, archi bien, vraiment un super bouquin, un bon pavé, mais vraiment cool, très pratique, plein de trucs. Je vais en oublier, c'est horrible ce que tu me demandes. C'est pas grave. La Bible du squat de Aaron, là, Squat University, excellent bouquin. Et puis, franchement, il y en a plein. Je vais te dire ce que j'ai lu de bien. La biographie de Georges Saint-Pierre pour les amateurs de MMA. Très bonne biographie. Ouais. Très bonne biographie. Là, je lis la biographie d'Elon Musk, elle est pas ouf. C'est pas vraiment une vraie biographie, donc. Mais ouais, sinon j'ai trop de livres. Le jour du podcast, je mettrai une photo sur Instagram de livres qui m'ont marqué, on va dire. Mais celui de Ben Bergeron, lisez ça, excellent livre. Top. Et alors pour terminer, où c'est qu'on peut vous joindre, alors que ce soit toi ou Training Thérapie et même Simon, où c'est qu'on peut vous contacter facilement? Alors nous, on n'a pas d'Instagram perso, donc on peut pas nous contacter en perso sur Instagram parce que notre Instagram c'est la vitrine de Training Thérapie, donc sur Training Thérapie, training.thérapie, thérapie en français IE. Sur le site directement training-thérapie.fr, il y a un onglet contact. Et sinon, je peux balancer mon mail thomas.benayoun benayoun@live.fr. Il y a pas de souci, mais sinon normalement sur Instagram, on répond à tout le monde. On répond pas dans la minute parce qu'on a beaucoup de messages, mais on répond très rapidement. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Insta, il y a pas de souci. Nous on est très très ouverts à aider les autres le plus possible. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Top. Thomas, impeccable, merci beaucoup. Julien, merci pour ton invitation. On se refait ça quand tu veux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça marche. Merci Julien. À toutes. Voilà. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous vous êtes régalés. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. De plus, si ces thématiques vous ont intéressé, je vous invite à écouter l'épisode 31 avec Emeric Vervard ou M. Tonkiné, où on parlait de thérapie manuelle et d'ostéo, du lien CrossFit kiné et de l'épaule du crossfitter. Mercredi 27 octobre sortira le hors-série numéro 2 avec JB Morin. On parle de l'intérêt des réseaux sociaux et JB nous donnera quelques tips de bonnes pratiques. À suivre. À très bientôt pour un nouvel épisode.